Ils sont les représentants du pouvoir central et les acteurs directs de la prévention et de la gestion des conflits et des crises intercommunautaires. Les gouverneurs et les hauts commissaires du Burkina Faso ont échangé sur le sujet avec le chef du gouvernement, Christophe Joseph Marita Biré. Les invite à plus d'efforts dans leur mission de veille et d'anticipation face aux crises qui surviennent entre communautés. L'essentiel de la rencontre à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, l'Union d'action syndicale donne de la voix pour dénoncer ce qu'elle qualifie de mépris du gouvernement vis-à-vis des organisations des travailleurs. Face à la presse ce mardi, l'UAS est revenu sur les promesses non tenues du gouvernement. De quelles promesses s'agit-il exactement et que compte entreprendre l'UAS comme action? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis en fin de journal, nous irons en République démocratique du Congo pour évoquer cette nouvelle rassurante concernant la maladie à virus Ebola. Des traitements se sont avérés efficaces. 2 malades sont guéris selon une annonce faite ce mardi par les autorités sanitaires de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre. Nous commençons ce journal au palais de Kosiam. Le président du Faso a reçu cet après-midi le directeur exécutif du PAM, le Programme alimentaire mondial. L'entretien a porté sur la sécurité alimentaire dans la région du Sahel. Le PAM entend apporter de l'aide au Burkina Faso pour faire face à l'insécurité alimentaire. Le point de l'audience avec Alidou Badini et Yarkiteda. La sécurité alimentaire au menu des échanges entre le président du Faso et le directeur exécutif du PAM, le Programme alimentaire mondial. Travailler à donner espoir aux jeunes pour éviter tout dérapage de la société, c'est une conviction du patron du PAM. Cet espoir passe par une agriculture qui vit et son organisme se porte garant pour appuyer le Sahel et le Burkina Faso en particulier pour y arriver. La réponse donc, à l'espoir, c'est de faire en sorte que l'agriculture puisse pouvoir aller de l'avant, que les gens puissent manger à leur faim, que les gens puissent avoir des emplois décents. La sécurité d'un pays passe d'abord par une sécurité alimentaire, foi de David Bisley. Et au regard de la situation que traverse le Burkina Faso, avec plus de 200 000 déplacés internes, le directeur exécutif du PAM compte apporter une aide particulière au Burkina. Il place également sa visite sous le signe d'un plaidoyer auprès du monde entier pour un soutien conséquent au pays du Sahel. We are here for all the people of Burkina Faso. Nous sommes ici justement parce que nous voulons faire ce plaidoyer-là pour que le monde puisse entendre, puisse comprendre qu'on a besoin de soutien et d'appui, non seulement pour le Burkina Faso, mais aussi pour tous les enfants de la région et toutes les populations de la région du Sahel. Et donc, s'il n'y a pas de sécurité alimentaire, il y aura toujours des vulnérabilités et les gens seront exposés à des dangers qui viennent de l'extérieur. Le directeur exécutif du PAM se rend sur le terrain ce jeudi pour s'enquérir des réalités en vue de mieux orienter les aides. Ce matin, le Premier ministre a échangé avec les gouverneurs des régions et les hauts commissaires de province. Au menu de cette rencontre, la gestion des conflits et des crises intercommunautaires qui constituent une question d'actualité au Burkina Faso. Des instructions ont été données à ces premières autorités des régions et des provinces afin qu'elles puissent jouer pleinement leur rôle dans la prévention et la gestion de ces crises. Salifou Belem et Olopoda. Parce qu'ils sont des dépositaires de l'autorité de l'État, ils doivent être permanemment informés de la vision et des nouvelles mesures du gouvernement pour faire face aux défis de type nouveau, le terrorisme, la fraude sociale, la montée de l'incivisme et la question des déplacés internes. Des défis qui imposent aux chefs de circonscription administrative des actions de veille et d'anticipation. Et avec le chef du gouvernement, ses gouverneurs de région et ses hauts commissaires de province doivent prendre des instructions pour une prévention et une gestion efficace des conflits et crises communautaires multiples et multiformes. Les gouverneurs sont ceux-là qui peuvent
assurer la prise en charge immédiate. Les gouverneurs et les hauts commissaires sont ceux-là qui peuvent être au premier rang pour essayer d'apaiser la situation sur le terrain lorsqu'il y a des conflits qui se déclenchent. Alors donc nous avons au niveau du gouvernement décidé de les rencontrer pour que nous puissions échanger sur les difficultés qu'ils rencontrent, sur les méthodes qu'ils utilisent pour essayer de prévenir les conflits et faire en sorte que de plus en plus le vivre ensemble revienne. Le gouvernement au niveau central ne peut pas être le premier à intervenir lorsque quelque chose se passe à Banfora ou à Gawa. Et il y a des hauts commissaires qui doivent prendre leurs responsabilités. Et dans un second temps, le gouvernement vient en appui pour apporter sa contribution à la résolution des problèmes. Il s'agit donc de faire une situation de la gestion de l'ensemble des circonscriptions administratives en lien avec les problèmes du moment. L'ambition est de permettre à ces représentants du pouvoir central d'assumer pleinement leurs fonctions en vue de la restauration de la cohésion sociale, du vivre ensemble et de la solidarité au sein des communautés au Burkina Faso. Je vous amène à présent au Centre de recherche environnementale, agricole et de formation situé à Cambouensin. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation y était ce matin pour constater le travail des chercheurs. Tout en les encourageant dans leur travail, il leur a prodigué des conseils dans le sens d'un meilleur fonctionnement de ce centre. Le point de la visite avec Amadou Ilboudo et Omar Zombri. Le ministre en charge de la recherche scientifique et de l'innovation en visite dans les parcelles expérimentales du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation de Cambouensin, CREAF. Après avoir visité plusieurs centres de recherche du pays, le ministre Alkassoum Maïga revient sur ses pas car c'est ici, à Cambouensin, qu'il a débuté en tant que chercheur. Il est venu s'imprégner de l'état des travaux de recherche et encourager tous les chercheurs du centre. Et nous avons été impressionnés de voir qu'il y a beaucoup d'activités de recherche ici avec une intégration recherche-université, puisqu'on a vu comment ils travaillent sur les insectes, comment ils travaillent sur les tubercules, comment ils travaillent sur le riz, et un certain nombre de choses, des semences que nous avons vues, du niébé, du mongbine et tout ça, et puis aussi département forestier qui nous a montré aussi des plans. Donc c'est quand même tous les secteurs de la production au niveau donc du Burkina Faso qui sont concernés par ce qui se fait ici. Du laboratoire de virologie et de biotechnologie en passant par le laboratoire d'entomologie agricole jusqu'au laboratoire de biologie et de santé animale, tous les compartiments du Centre de recherche environnementale, agricole et de formation ont été visités. Pour le directeur, cette visite est la bienvenue et c'est aussi l'occasion de soumettre quelques doléances aux premiers responsables du département. Les laboratoires sont en train d'évoluer. On a une charge d'électricité qui fait autour de 6 millions par mois et donc ce qui fait en gros 72 millions par an, ce que nous n'avons pas. Et avec l'ambition des chercheurs, cette demande énergétique va aller en croissance. Ensuite, il y a l'insécurité au niveau de la station ici, parce qu'on a les riverains qui sont tentés de venir exploiter dans nos parcelles. Il y a des gens qui empiètent même avec des constructions sur nos parcelles. Il y en a même qui viennent faire des enterrements dans nos parcelles. Donc on a un problème de sécurité avec les voisins. Cette visite entre dans le cadre d'une tournée générale des centres de recherche du ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation. Autre titre de l'actualité, l'Union d'action syndicale hausse à nouveau le ton face au gouvernement relativement aux revendications des travailleurs burkinabés. L'UAS dénonce ce qu'elle appelle un manque de volonté du gouvernement à respecter ses propres engagements. Une attitude que l'UAS qualifie de mépris inacceptable, surtout que le gouvernement avait dit sa disponibilité à dialoguer. Le point de la conférence de presse avec Gérard Sommet et Jérôme Tendano. L'unité d'action syndicale s'insurge contre les promesses non tenues du gouvernement. Face aux médias, l'UAS rappelle qu'elle s'était pourtant montrée disponible au dialogue en prenant part à la rencontre convoquée par le gouvernement le 5 juillet dernier. Une rencontre au cours de laquelle le chef de l'exécutif aurait pris des engagements. Ce 5 juillet 2019, le gouvernement, à travers son Excellence, Monsieur le Premier ministre Christophe Dabiré, s'est engagé à fournir à l'UAS le rapport d'études ayant porté
sur notre revendication relative à la suppression du prélèvement du VTS sur les primes et indemnités servies aux travailleurs du privé et du parapublic, à mettre en place un comité bipartite pour examiner ces conclusions. Il avait aussi signifié qu'à l'issue de l'examen du rapport de ce comité bipartite par les partis gouvernementales et syndicales, la reprise de la rencontre était envisagée suivant le chronogramme du gouvernement. C'est ainsi que l'unité d'action syndicale s'est engagée à participer aux travaux du comité bipartite. Mais selon elle, l'ordre du jour ne tient pas compte des revendications des travailleurs. Pire, les promesses de nouvelles propositions de la partie gouvernementale se font toujours attendre. En lieu et place, l'unité d'action syndicale a plutôt reçu le 21 juillet 2019 une correspondance du ministre de la fonction publique, du travail et de la protection sociale annonçant le report de la reprise de la rencontre gouvernement-syndicat initialement prévue débuter le 22 juillet au 23 juillet 2019 avec un ordre du jour qui n'évoque ni les travaux de la commission bipartite, ni aucune des revendications transmises par correspondance au Premier ministre le 5 juillet 2019. Face à ce que Georges Kwanda et ses camarades considèrent comme du mépris continu de la part du gouvernement, l'unité d'action syndicale annonce une rencontre nationale le 17 août prochain pour décider des actions concrètes à mettre en œuvre. Le procès du putsch s'est poursuivi ce mardi au tribunal militaire avec les plaidoiries des avocats des accusés. Ceux de Abdoulaye Dao et de Husseini Faisal Nanema ont défendu la cause de leurs clients. À la barre, ils ont réitéré l'innocence de ces deux accusés dans les événements de septembre 2015. Le compte-rendu de Soubaviel David Dabiri. 5 ans d'emprisonnement ferme, c'est la réquisition du parquet militaire contre l'accusé Husseini Faisal Nanema, poursuivi pour recel et complicité de dégradation aggravée de biens dans le dossier putsch de septembre 2015. Ce matin, son conseil maître Zaliatou Aouba revient sur les faits, dénonce la procédure et fustige ce qu'elle qualifie de déductions simplistes et évasives du parquet militaire. Selon l'avocate, à la date du 17 septembre 2015, Husseini Faisal Nanema s'est retrouvé au rond-point des Martyrs en compagnie d'autres jeunes pour, je cite, prôner l'inclusion aux élections en vue. Sur place, poursuit maître Aouba, des jeunes ont décidé d'aller saccager le domicile de Salifou Diallo. Faisal Nanema alerte des militaires pour les dissuader. La calmie revient. Le 18 septembre 2015, le domicile est saccagé, pillé et incendié. Et selon les pièces du dossier citées par l'avocate, du matériel avait été emporté des lieux, exposé au rond-point des Martyrs et mis en vente. Faisal Nanema y a acheté un sac à 5 000 francs CFA, un fer à repasser à 12 500 et une statuette à 20 000 francs CFA. Des objets qu'il revendra au même prix aux agents d'un hôtel de la place. Et selon maître Zaliatou Aouba, dans la soirée du 19 septembre 2015, l'accusé ayant appris le saccage et le pillage du domicile, retire les objets vendus dans l'espoir de les remettre à celui qui l'appelle affectueusement son parrain. Ce sont là les faits, s'écrit l'avocate, qui s'adonne à une série de questions. De quelles pièces le parquet tire les déductions selon lesquelles il a acheté les objets tout en sachant leur origine frauduleuse? Quelles sont les preuves qu'il est l'auteur moral de l'incendie du domicile de Salifou Diallo, comme le mentionne le juge d'instruction? Quel jour a-t-il conduit des gens au domicile de Salifou Diallo, comme le prétend le parquet militaire? Comment peut-on prétendre qu'il est coupable de recel sous prétexte qu'il a acheté des objets à bas prix sans indiquer les prix sur le marché? Après plusieurs développements sur la non-constitution des infractions reprochées à l'accusé, maître Aouba demande son acquittement. Une thèse que Faisal Nanema soutiendra à la barre. Un peu plus tôt dans la matinée, le capitaine Abdoulaye Dao souhaitait à la barre le repos des armes des disparus et un prompt rétablissement aux blessés des événements de septembre 2015. Pour introduire les plaidoiries des accusés, Abdoul Nafion Nebié et Amadou Zongo, maître Alexandre Sanoudi soulève une question prioritaire de constitutionnalité dont l'objet est la remise en cause du régime de la transition. Pour l'avocat, les articles 109 et 110 du Code pénal parlent d'attentat à la sûreté de l'État à la condition qu'il y ait un renversement d'un régime légal. La question est donc de savoir si celui de la transition était légal. Le tribunal portera-t-il la requête devant le Conseil constitutionnel? Réponse demain à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou.
Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Burkina Faso a procédé ce mardi à l'installation de son nouveau bureau. Ce nouveau bureau a été élu lors du 7e congrès de l'Ordre des pharmaciens tenu le 23 juillet dernier. Sa principale mission, travailler à valoriser la profession de pharmacien et donner un nouveau souffle à l'Ordre des pharmaciens du Burkina. Nous découvrons ce bureau avec Pawadrogo Jean Zongo et Sanoua Christina Koulibaly. Le Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Burkina a un nouveau bureau. Et c'est lui, Dr Alfred Sanduidi, qui préside désormais à la destinée du Conseil. Élu le 23 juillet dernier au cours du 7e congrès ordinaire de l'Ordre, il succède à Dr Victoire Benao en poste de 2000 à 2009. Il y a des défis majeurs qui sont les nôtres. Et le premier défi, c'est permettre toujours à l'Ordre de travailler sur ce qui fait sa première mission, c'est-à-dire faire en sorte que l'ensemble des pharmaciens exercent leur profession conformément à l'éthique et à la déontologie pharmaceutique. Nous avons un défi qui est de réaliser la maison du pharmacien. C'est un projet ambitieux. Très rapidement, nous allons entrer dans la phase opérationnelle de l'édification de cette maison du pharmacien. Le troisième défi que nous portons également, c'est de mettre la qualité au centre de toutes nos préoccupations. Que chaque pharmacien, dans l'exercice de sa profession, ait la qualité comme référence. C'est-à-dire que tous les actes pharmaceutiques, sécuriser les circuits du médicament, nous allons nous y atteler également et je pense qu'avec la contribution des uns et des autres, nous allons y parvenir. La vision pour ce nouveau bureau est non seulement de rester fidèle aux valeurs de la profession, mais aussi et surtout de faire du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens du Burkina une institution dynamique et moderne. Dans l'actualité également, les acteurs de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs sont en conclave à Ouagadougou. Il s'agit de la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue couvrant le premier semestre de l'année en cours. Et c'est le lieu pour évaluer la contribution de la culture, des sports et des loisirs dans l'atteinte des objectifs sectoriels du PN2S. L'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Aimé Solange Guigma. Ils sont tous des acteurs de la culture, du tourisme, des sports et des loisirs réunis ici pour la revue à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue, culture, sport et loisirs. Une occasion qui leur est offerte pour examiner les acquis, les difficultés et dégager les perspectives pour le reste de l'année 2019. Le bilan est positif, mais ce bilan est perturbé par le contexte sécuritaire que nous connaissons. Dans la ville de Ouaga et un peu partout, vous remarquerez que certains secteurs de la culture et du tourisme ne marchent pas comme il faut. De plus en plus, nous n'avons plus de visiteurs venant de l'étranger parce que quelque part on a peint notre pays avec une certaine couleur qui effraie les visites étrangères. En ce moment, nos acteurs que nous réunissons ici nous disent pourquoi pas développer par exemple le tourisme interne. Faire en sorte que le Burkinabé lui-même devienne touriste, visite nos centres, nos sites touristiques. Et en ce moment, tous ceux qui gèrent ces sites-là, finalement, ne tombent pas. C'est un exercice recommandé par le PNDS pour contribuer à l'atteinte des objectifs sectoriels culture, loisirs et sport. D'où l'exhortation du premier responsable du département à une participation pleine et entière aux travaux pour que la production intellectuelle qui sera issue des échanges soit à la hauteur des enjeux. C'est parti depuis samedi dernier pour les activités sportives de la pépinière urbaine de la capitale burkinabé. Ces activités sont lancées dans le cadre du projet de développement durable de Ouagadougou, un projet qui prévoit la réalisation d'infrastructures socioculturelles dans 2 arrondissements de la capitale. Ce projet est financé par l'Agence française de développement. Alidou Badzini et Zalista Sanfo. Le maire de Ouagadougou lance ici les activités entrant dans le cadre du projet La Pépinière urbaine. Ce projet de développement durable de Ouagadougou phase 2 est assuré par l'ONG Griti et Humanité et Inclusion pour une période de 18 mois.
Il vise à booster le développement socio-économique des populations des quartiers de Ouagadougou. À l'occasion, un reboisement est prévu dans les sites sportifs de l'arrondissement numéro 3 et 5. Des arrondissements qui bénéficient d'ailleurs de ce projet de développement durable de Ouagadougou, phase 2. Nous avons identifié les emplacements pour faire les équipements sportifs et les équipements sanitaires. Donc il a plu à l'AFD de nous proposer un projet de pépinière urbaine. Ça veut dire quoi? C'est une occupation temporaire des espaces qui sont dédiés à recevoir les équipements par les populations et qui vont faire des activités dessus, qui vont préfigurer les équipements qui vont être construits dans l'avenir sur ces endroits-là. Pour qu'elles aient un véritable succès, il faut vraiment que la population soit associée dès le départ pour exprimer ses besoins et faire en sorte que tout ce qu'on va construire, tout ce que la mairie va construire sur les financements de l'AFD, mais comme sur d'autres financements d'ailleurs, tout ce que la mairie va construire sera véritablement une réponse aux vrais besoins de la population. Ce projet est financé par l'Agence française de développement pour un montant global de 422,5 millions de francs CFA. La solidarité s'est manifestée à Koupela dans le Kouritenga le week-end dernier. Des personnes défavorisées ont reçu des vivres de la part de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. En plus des vivres, du matériel pour exercer des métiers divers ont été remis à des groupements féminins de la province. L'autre fait marquant, c'est la distribution de cartes nationales d'identité à des personnes défavorisées. Nous voyons tout cela dans ce reportage de Pascal Kani. Des ressortissants du Kouritenga de retour dans leur province d'origine, les mains chargées. Nous sommes à la 4e édition des 72 heures de l'association pour le Kouritenga Je m'engage. Ces ressortissants sont là pour apporter leur touche au développement local. Pour cette édition, les membres de l'association poursuivent l'opération de délivrance des cartes nationales d'identité afin de permettre aux populations du Kouritenga de bénéficier des avantages de la citoyenneté. Des vivres sont remis aux nécessiteux et des métiers à tisser aux femmes. L'objectif, c'est véritablement de jeter un regard vers nos semblables qui sont les plus démunis, leur apporter notre soutien, leur apporter notre assistance et aussi les aider aussi à se prendre en charge à travers des dons de matériel aux femmes qui produisent déjà. Donc c'est dire que c'est une fierté pour nous de voir tout ce monde là rassemblé. Ça veut dire que la population de la province de Kouritenga croit à nos initiatives. Ce sont des initiatives qui touchent la sensibilité des personnes et c'est en cela que nous appelons en tout cas à toutes les bonnes initiatives de fédérer pour qu'ensemble nous puissions apporter du réconfort, nous puissions apporter simplement du développement porteur de bien-être au sein de nos populations. Le patron de cette édition, Simon Compaoré, qui s'est fait représenter à la cérémonie, a dit toute sa fierté pour cette initiative des ressortissants du Kouritenga. Il encourage fortement cet élan de solidarité envers les populations rurales. C'est des jeunes qui, pour la plupart, sont à Ouagadougou, dans des grandes villes, qui sont des ressortissants de la province et qui s'organisent pour venir soutenir les actions de développement de la province, conscient que l'État à lui seul ne peut pas offrir à tout le monde tout ce qu'il lui faut pour vivre décemment. C'est donc des initiatives à encourager. À l'occasion, hommage est rendu aux acteurs du monde de l'éducation par une nuit du mérite. Les meilleurs élèves et enseignants de la localité ont reçu de nombreux prix d'encouragement. L'édition 2019 de l'association pour le Kouritenga Je m'engage a été également marquée par des activités sportives et récréatives. Comment qualifierez-vous une mère qui tombe amoureuse de son fils? Un sacrilège peut-être, mais ce genre de situation existe bel et bien selon le réalisateur Tambereka Kombaté qui s'est inspiré d'une histoire vraie pour sortir un film intitulé Une mère obsédée. La sortie officielle de ce film est intervenue samedi dernier au ciné Burkina. Oscar Soulama et Tanga Kafando. Léa est une jeune dame qui perd tragiquement son mari Mario et tombe par la suite amoureuse de son propre fils qui lui rappelle son défunt époux. C'est le début d'un tourbillon d'amour aux conséquences dramatiques
Une histoire racontée dans ce film, Une main obsédée, premier long métrage du réalisateur Tambeleka Kombaté. C'est les faits réels qui existent, mais les gens ont tendance de fermer la page ou bien de fermer les yeux pour ne pas le dire. Par exemple, cette histoire-là, c'est un fait réel que moi-même j'étais vraiment témoin qui s'est passé, mais ils ont essayé de fermer la page, ils essayé de camoufler, bon voilà. Et moi j'ai essayé de faire sortir l'idée, de faire réel. Ce film est proposé aux cinéphiles en 2 séances. La première partie est projetée au Ciné Burkina cette semaine et la deuxième à partir du 26 août. Les cinéphiles présents à cette première projection apprécient. Lorsqu'on suit les scénarios, c'est très bien tracé. On a tendance à se faire des illusions par rapport à la suite du film. Mais on se rend compte qu'au fil du temps, le réalisateur passe son temps à malmener les cinéphiles, puisque l'histoire à laquelle les cinéphiles s'attendaient, ça ne se termine pas comme ça. Vraiment, ça a été vraiment intéressant, on attend la suite. On est très contents. Mais ce qui m'a fait mal là, Mario est décédé. C'est ça seulement j'ai pleuré. Sinon, vraiment, on a été très contents. On attend la suite la semaine prochaine. Le tout nouveau réalisateur burkinabé a débuté sa carrière cinématographique en tant qu'acteur. Il est apparu dans des films comme 15 avril, Le Royaume des Zapata et Trompe-moi si tu peux. Nous mettons à présent le cap sur la région de la Boukoutimoun pour évoquer le sujet de la réinsertion sociale des filles mères. Dans cette région, des initiatives privées se développent pour aider ces filles à sortir de leur situation difficile. Et c'est le cas de ce centre situé à Dédougou qui, malgré la modestie des moyens, offre l'opportunité à des filles mères d'apprendre divers métiers. Constat avec Hassan Gourabou et Moussa Sano. Dédougou. La position sociale des filles, une situation critique. Si la grossesse en est la principale cause, en général, la plupart des victimes se trouvent abandonnées à elles-mêmes dans la misère. Depuis 2004, une structure tente de récupérer ces jeunes filles en détresse de la région de la Boucle du Monde et à les aider à s'insérer dans la société. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation. J'ai travaillé dans un projet avec mon mari, dans un projet au niveau du diocèse ici, diocèse de Dédougou, dans l'accompagnement des familles. Et c'est dans ce travail qu'on a rencontré vraiment des cas de filles, beaucoup de filles qui étaient en difficulté et qui n'étaient pas prises en compte dans le projet. Donc c'est comme ça, quand on a fini, nous avons commencé un peu l'accompagnement des filles. Au départ, le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou, qui ne s'occupait que de la jeune fille, a étendu aujourd'hui ses activités à l'ensemble des filles en difficulté. Cette année, il accueille près de 75 filles, chacune d'elles avec son histoire. Et la raconter surtout devant une caméra s'avère un exercice assez difficile. Quand j'ai pris la grossesse, c'était au mois de janvier. Donc, quand la rentrée est arrivée, je n'étais pas encore accouchée. J'ai accouché en 24 octobre. Donc, l'enfant était petit, je ne pouvais pas aller à l'école. Voilà pourquoi la tante m'a dit de venir au centre pour suivre les études avec elle. Je fréquentais. J'étais en classe de 3e. J'ai pris une grossesse. J'ai eu honte d'aller à l'école. J'ai abandonné. Je suis restée au village. Comme j'ai appris qu'il y a une centre de formation dont on prend les filles qui ont des enfants, je suis venue. Dans les centres d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou, ces jeunes filles apprennent à connaître petit à petit des métiers comme la couture, le tissage, la teinture, mais aussi des notions sur la sexualité. Toute chose qui leur permettra une insertion réussie dans la société. Nous sommes ici avec les filles de la 3e année de couture de cette école. Ça se passe bien, mais ce n'est pas tellement facile avec les apprenantes. À chaque moment, il faut beaucoup répéter, sinon, ouais, ce n'est pas facile. Parce que présentement, là, c'est la 3e année, ils ont le CQP qui est devant elles pour le juin qui vient. Donc, c'est le CQP qu'on est en train de préparer
pour pouvoir au moins se faire l'examen. Outre l'apprentissage au métier et des conseils sur la sexualité, le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation offre aussi à ces jeunes filles et à leurs nourrissons des repas. Aujourd'hui, le menu est alléchant et les filles ne manquent pas de savourer leur plaisir. Après un passage ici, elles n'oublient pas en général le centre. C'est le cas d'Edith Ouedraogo, coiffeuse installée là, dans ce quartier de Dédougou. Ils aident les filles en tout cas. Avec la formation, là, si tu acceptes ce qu'eux veulent en tout cas, après la formation, toi aussi tu peux t'en sortir. Ce que j'ai appris là-bas, avec aussi la modernité, je me débrouille. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation est content de ses résultats. Des efforts que les autorités ne manquent pas aussi de saluer. Si ces structures n'existaient pas, la structure publique allait être débordée. Quand on voit qu'il y a des filles qui s'en sortent, en tout cas, nous aussi ça nous encourage, c'est utile. Ces filles, elles ont besoin en tout cas des gens pour les pousser. Le centre d'accueil et de formation féminine Notre-Dame de la Visitation de Dédougou rêve grand, mais par manque de moyens. Il en appelle aujourd'hui aux bonnes volontés, notamment à l'État et aux ONG. Actualité à l'étranger, l'espoir revient à RDC, précisément à Goma, zone particulièrement touchée par la maladie à virus Ebola. Les traitements commencent à faire leurs preuves et les autorités sanitaires annoncent la guérison de 2 malades. C'est éclatant qui confirme les espoirs de voir enfin le virus Ebola vaincu. Les autorités sanitaires congolaises ont annoncé ce mardi la guérison de 2 malades à Goma dans l'est de la République démocratique du Congo. Ce résultat a été obtenu au bout de 11 jours de traitement, une nouvelle preuve de l'efficacité de 2 molécules récemment mises en avant par une étude américaine, le MAB 114 et le RGN-EB3. Lundi, les autorités sanitaires américaines se réjouissaient du fait que ces 2 médicaments aient augmenté significativement le taux de survie de patients dans le cadre d'un essai clinique en RDC. À partir de maintenant, nous ne dirons plus qu'Ebola est incurable, jubilé le directeur de l'Institut américain des maladies infectieuses et des allergies, Anthony Fauci. Une excellente nouvelle dans la lutte contre la fièvre hémorragique qui en un peu plus d'1 an a causé 1898 décès, d'après les derniers chiffres publiés le 10 août. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 22h30 avec Draman Dadian. Merci de votre fidélité à la RTB.